Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Bonjour François Bousquet. Bonjour Baudouin. Alors vous êtes notre partenaire pour cet entretien avec Georges Fenech. Vous êtes le rédacteur en chef de la revue Éléments et le directeur de la Nouvelle Librairie. Alors qu'est-ce qu'on retrouve en ce moment dans Éléments ? Alors dans Éléments, il y a toujours le colloque des 50 ans le samedi 30, dans quelques jours, tout l'après-midi. Et votre précédent invité, Régis Sommier, sera des nôtres pour débattre avec Slobodan Despot de l'Ukraine et de la Russie. Donc le colloque. Et le prochain Élément est en kiosque ce week-end avec en couverture Bernard Lugan, parce que Bernard Lugan sort à la Nouvelle Librairie un éloge du duel. Donc on le voit dégoupiller l'épée. Et c'est notre Cyrano de Bergerac. Alors je ne sais pas si Georges Fenech sera d'accord avec lui, mais il est pour la restauration du duel en matière de presse. Bernard Lugan, parce qu'il pense que ça désengorgera les tribunaux. Je crois qu'on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde, mais c'est une manière d'introduire le sujet. Merci François Bousquet. Je vous propose qu'on se tourne vers notre invité du jour, Georges Fenech. Vue de haut. Bonjour Georges Fenech. Bonjour. Vous êtes ancien juge et député et l'auteur de L'ensauvagement de la France, la responsabilité des juges et des politiques aux éditions du Rocher. Vous brossez les 60 ans d'années d'histoire politique et judiciaire et notamment la politisation de la justice, l'obsession migratoire des différents gouvernements de gauche et de droite, la France qui a créé toutes les conditions d'un remplacement de population, d'un chaos ethnique, de tensions communautaires et religieuses, en bref, celui d'un archipel ou bien même d'une poudrière française. Alors, vous décrivez dans votre livre que la violence a explosé ces dernières années, notamment en matière d'impunité, de faiblesse des peines, parce que le système judiciaire mise toujours sur l'éducatif et la réinsertion sur le punitif. Vous dites que c'est une situation héritée de 1945. Quelle est cette doctrine d'après-guerre ? Pourquoi est-elle obsolète aujourd'hui ? Est-ce qu'on a changé de population ? Est-ce que c'est lié à la déferlante migratoire ? Pourquoi n'est-on pas sorti de cette culture de l'excuse qui pourrait générer de la part du système judiciaire une réaction, un basculement du rapport de force avec la délinquance et cette question de l'ensauvagement ? Oui, permettez-moi d'abord de vous dire que c'est un témoignage que j'ai voulu porter, un témoignage en tant qu'acteur de la justice, puisque j'ai été magistrat, que j'ai suivi le parcours de l'École nationale de magistrature, et puis j'ai été parlementaire et j'ai vu de l'autre côté, je dirais, du miroir, la politique par rapport à la justice. Et vous avez parfaitement résumé. En réalité, ce que j'ai constaté, c'est que la doctrine qui a été mise en place dans les années 70 au sein de l'institution judiciaire, la doctrine dite de la défense sociale nouvelle, qui consiste à dire que le criminel est avant tout la première des victimes des discriminations de toutes sortes, et que donc il n'est pas utile, il n'est pas opportun de le sanctionner, mais bien plutôt de le prendre en compte, de l'accompagner, de lui donner une nouvelle chance, etc., etc. Et puis, cette culture dite de l'excuse qui s'est imposée, avec une vision très politique de cette magistrature qui s'est syndicalisée et qui le disait ouvertement, juger est un acte politique, il faut faire rentrer le débat politique dans le prétoire avec ce prisme de la justice engagée et à travers cette fameuse harangue que je rappelle d'Oswald Bodo, prononcée en 1974 devant des jeunes futurs magistrats, en leur disant « mais soyez partiaux, soyez le défenseur naturel de l'enfant contre le père, de la femme contre le mari, de l'ouvrier contre le patron, et du voleur contre la police, du plaideur contre la justice, voyez-vous ». Et c'est ce qui explique aujourd'hui où nous en sommes arrivés, cet état d'ensauvagement, d'impunité, d'explosion de la délinquance, y compris la délinquance surtout violente. Et à côté de cela, c'est ma propre perception de ce qui se passe actuellement, une inaction politique. Inaction politique pour deux raisons. D'abord, il y a ceux qui adhéraient à cette cause, je dirais plutôt la gauche la plus radicale aussi, mais une certaine gauche, même républicaine, de l'époque de l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, avec Robert Badinter, qui ont épousé ces idées. Et puis une droite que j'ai connue en tant qu'acteur, cette fois-ci, effectivement, et notamment pendant les périodes de cohabitation, une droite qui s'est fait un peu contaminer par cette idéologie. J'ose le dire, il suffit de
reprendre quelques circulaires de garde des Sceaux de droite, que je cite dans mon livre, pour montrer qu'elles n'ont rien à envier, si vous voulez, à la politique pénale voulue par Robert Badinter, et puis, et surtout, la crainte des politiques vis-à-vis d'une justice conquérante qui tout à coup se mettait à aller fouiller, farfouiller dans les comptes des partis politiques avec toute la période des affaires politico-financières, et les politiques ont pris peur. Ayant été freinés par cette crainte des juges avec leur fer de lance, des juges d'instruction de l'époque, eh bien, on a temporisé sur les réformes qui étaient pourtant nécessaires. Donc, ce cocktail entre une justice dévoyée, politisée et des politiques tétanisées a fait qu'aujourd'hui, notre pays connaît cette situation de chaos sécuritaire et aussi migratoire. Et vous vous rappelez à juste titre, lors des premières années du syndicat de la magistrature, certains juges ont mené des procès, même des cabales très idéologiques, qui ont des figures bourgeoises, en appliquant honteusement parfois la lutte des classes, le matérialisme dialectique à certaines instructions. Est-ce que vous pouvez revenir sur certains de ces cas qui sont parfois d'une injustice terrible ? Oui, l'actualité en réalité sert ma démonstration. Vous savez bien ce qui se passe. Lorsqu'un juge, pour ne pas le nommer, Tony Curtis, qui préside la chambre des comparutions immédiates à Paris, fait l'objet d'une véritable cabale montée par le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France, enfin toute cette mouvance, au prétexte de comportement, etc. En réalité, on ne supporte plus sa jurisprudence trop répressive à leurs yeux. Il a le tort de mettre des mandats de dépôt à l'audience. Il a le tort de confirmer des rétentions administratives pour les étrangers en situation irrégulière. Donc voilà, on a monté toute une cabale et finalement, sans aucune procédure disciplinaire, d'ailleurs, on lui a retiré la présidence de cette chambre des comparutions immédiates. Mais je pourrais citer beaucoup d'autres exemples. Moi-même, j'en ai fait les frais à une certaine époque. Donc l'actualité me sert. Regardez ce qui se passe. Vous avez un syndicat qui participe aux journées de l'UMA avec des tables rondes sur les violences policières, le racisme systémique, mais ce sont des juges. Ces mêmes juges qui vont manifester contre les dites pseudo-violences policières. Que vont faire ces juges quand ils vont rentrer dans leur cabinet, qui seront saisis d'affaires de ce type ? Il n'y a plus de justice en laquelle vraiment on peut avoir confiance à partir du moment où un juge a affiché ses opinions et ses partis pris et ses préjugés. Et l'actualité me sert. Lorsque le garde des Sceaux, pour une fois, Dieu soit loué, nous dit il faut une réponse ferme et rapide pour les émeutiers, que dit le syndicat de la magistrature ? Il diffuse au sein de toute la magistrature une contre-circulaire, vous vous rendez compte ? Une contre-circulaire pour dire mais non, ces émeutiers, ce sont des révoltés. Toujours la fameuse lutte des classes, et que donc il faut les prendre aussi en compte. Voyez-vous, donc cette actualité nous montre vraiment de manière criante qu'on ne sait plus qui fait la loi dans ce pays. Est-ce que ce sont des politiques ? Est-ce que ce sont les juges qui se sont emparés de cette mission qui n'est pas la leur, qui est une violation statutaire, une violation de l'obligation de réserve sous couvert de liberté syndicale ? Il y a donc aujourd'hui une situation qui n'est plus maîtrisée par personne, et on en arrive effectivement à le recul de l'autorité et explosion de la délinquance. Mais comment vous expliquez, Georges Fenech, qu'un syndicat qui est minoritaire, car il est minoritaire, ait autant d'emprise, autant de puissance ? Parce que vous n'avez pas évoqué, vous en parlez dans votre livre, il y a le mur des cons, le syndicat de la magistrature, vous le rappelez, édite des brochures, le guide du prisonnier. Comment des gens qui sont minoritaires ont une telle emprise sur l'institution judiciaire ? Je ne crois pas qu'ils soient si minoritaires. Vous faites allusion, à juste titre, aux résultats de leurs élections professionnelles, qui permet de tester la représentativité. Et le résultat, c'est 33,3%, ce qui n'est déjà pas rien, n'est-ce pas ? Mais leur influence va bien au-delà. Leur influence, elle s'exprime comment ? Elle s'exprime d'abord à travers les médias. Or, il y a beaucoup de médias aujourd'hui qui sont acquis à la cause. Je n'ai pas besoin de les citer, vous aurez deviné. Et donc, qui dit médias, dit aussi sensibilité politique. Les politiques lisent les journaux et font attention aussi à ce qui peut être écrit, même par une presse qui ne leur est pas forcément favorable. Ils ont une influence parce qu'ils savent rassembler, organiser, coordonner des actions avec d'autres organisations politiques, syndicales, associatives. Et puis, n'oubliez pas qu'au sein même de l'institution judiciaire, ils savent aussi
occuper les postes clés. Aujourd'hui, toutes ces jeunes générations des années 70-80, vous en avez beaucoup qui ont fait une très belle carrière. Ils sont très brillants, d'ailleurs, je le reconnais. Ils sont à la tête des cours d'appel, des parquets généraux, et donc ce sont des chefs hiérarchiques. Et quand vous êtes magistrat, vous n'avez pas intérêt à vous faire mal voir par vos chefs hiérarchiques. Ce d'autant plus que les membres du syndicat occupent des lieux importants comme la commission d'avancement pour les carrières, le conseil supérieur de la magistrature où se jouent aussi beaucoup les carrières. Donc, voyez-vous, leur influence va au-delà simplement de ce chiffre de 33%. Et qui pourtant n'est pas négligeable. Hein. En conclusion de votre livre, hein, on reviendra sur les prémices, hein, vous proposez la création d'une commission d'enquête parlementaire pour en finir avec la politisation de la magistrature. Vous pensez qu'il y a des partis politiques qui seraient susceptibles d'y siéger ? Si on ne le fait pas, une commission d'enquête parlementaire, à partir du moment où elle se met en place, imaginons par exemple que le groupe LR, et j'entends ce que dit notamment souvent Bruno Retailleau, qui s'en prend aussi à juste titre à ce syndicat subversif, je pense qu'à partir du moment où une commission d'enquête se met en place, il y a une procédure législative qui fait que les partis y sont représentés au prorata de leur force politique. Moi, j'appelle vraiment à cette création de commission d'enquête pour analyser les mécanismes de cette politisation insupportable de la justice. Le juge est la bouche de la loi, il ne fabrique pas la loi, normalement. Alors là, on se substitue au législateur, on écarte la loi qui ne nous plaît pas. Dans l'action même judiciaire, on le ressent parfaitement. Donc une commission d'enquête permettrait d'y voir un peu plus clair, au grand jour, et également formulerait des propositions pour sortir de cette intolérable atteinte à la séparation des pouvoirs et donc au suffrage universel. Alors, vous le disiez, votre livre est un témoignage également, et vous avez été rapatrié de Tunisie. Je suis né en Tunisie. De Tunisie, ouais, après la décolonisation. Après la décolonisation. Et paradoxalement, dans cette France qui des années 60, 70, qui voulait s'ouvrir, etc., paradoxalement, votre arrivée en tant que petit pied noir dans cette classe, cette remise de prix à la fin de l'année, vous avez vécu une mise à l'écart. On ne vous a pas remis ce fameux prix en fin d'année parce que vous étiez pied noir. Quel est ce paradoxe de la société française qui n'a pas su accueillir les rapatriés, pas d'Algérie, mais là de vous qui étiez de Tunisie. Oui, disons tous les Français d'Afrique du Nord qui ont connu cette période très douloureuse de devoir tout abandonner du jour au lendemain, ce qui était le cas de ma famille en 24 heures. Et de découvrir la mère patrie. Moi, c'est la première fois, évidemment, j'avais 8 ans. Et ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple à tous les niveaux, mais également une forme de rejet quand même du français métropolitain, je dirais, à l'égard de ces Français qui arrivaient avec une culture légèrement différente, un accent, des modes de vie qui n'étaient pas tout à fait ceux de la France, pour m'en parler. Et oui, moi-même, je me souviens avoir... je suis heureux que vous ayez relevé ce passage parce qu'il me touche beaucoup. Oui, c'est un passage qu'on imagine très douloureux. Et il explique beaucoup du reste de ma carrière, je dirais. Effectivement, j'avais les meilleures notes en rédaction de français, comme on disait à l'époque. J'avais les meilleures notes pendant les compositions. Et au moment de la remise des prix, c'était le deuxième qui a hérité de ce prix. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de mal. Et ce qui montre bien, mais je m'en suis remis, bien sûr, l'intégration s'est faite au bout du compte, on a retrouvé nos origines, on a retrouvé notre culture, contrairement à toutes ces populations qui arrivent aujourd'hui et qui ne veulent pas s'intégrer, bien entendu, ça n'est pas comparable. Mais au fond, ça m'a aussi, je pense, renforcé davantage dans ce souci de réussir et de me réintégrer complètement dans le pays qui était le mien. Et voilà, j'ai voulu raconter cet épisode douloureux, certes, mais qui, je crois, m'a servi peut-être je dirais de volonté encore plus grande de réussir et de continuer à faire des études, ce que j'ai fait. Et bon, voilà, j'ai réussi un concours de magistrature, c'était un grand honneur pour moi. J'ai été élu député, je représentais la nation. Vous voyez que tout cela est déjà derrière, mais je voulais quand même
citer cet exemple personnel pour montrer que ça n'a pas toujours été très simple. Oui, parce qu'on peut faire un parallèle entre vous, votre cas, donc européen, français d'Afrique du Nord, rapatrié en France, et donc pour le coup des habitants immigrés d'Afrique du Nord qui arrivent en France et à qui il a sans doute dû arriver lors de leur parcours des brimades dans ce genre. On imagine que les premières générations ont appris, comme vous l'avez fait, à pas prendre ça comme le signe d'un racisme systémique, etc. Est-ce qu'aujourd'hui ces générations ont du mal à comprendre que oui, il peut leur arriver des brimades, ce genre d'injustice, mais que ce n'est pas la signification, ça ne veut pas dire que tout un pays, toute une communauté nationale est contre eux, comme en fait cette idée a un peu infusé parmi ces descendants d'immigrés. Oui. Non, mais qui pourrait nier, franchement, les plus grandes difficultés pour ces populations? C'est évident. D'abord, on a eu l'erreur de construire, ces banlieues en dehors des villes, qui a créé des formes de ghettos dans certains endroits. On voit aujourd'hui ce que c'est devenu. Mais je crois beaucoup, moi, au libre arbitre, et je crois beaucoup à ceux qui veulent s'en sortir, et je crois, j'en suis un peu la démonstration. Et que pourquoi, parmi ces jeunes qui grandissent dans des quartiers, il y a ceux qui font des efforts, qui réussissent, et ceux qui préfèrent se livrer au trafic de stupéfiants. Réfléchissez pourquoi, dans la même situation, il y a ceux qui réussissent, qui respectent la loi. Il y a beaucoup l'éducation. Et puis je crois aussi qu'on serait injuste vis-à-vis de notre pays de dire on les a simplement parqués. Non, on a fait beaucoup. On n'a jamais autant dépensé dans les politiques de la ville depuis ce dernier demi-siècle, ces 50 ans passés, à coups de milliards. Et malheureusement, ça a été un tonneau des Danaïdes. Tout ça parce qu'il manquait l'autre volet, c'est-à-dire le rappel à la loi. Qu'on aide, qu'on fasse de la discrimination positive à certains niveaux, oui, mais en même temps, ceux qui enfreignent la loi, et c'est en même temps leur reconnaître une citoyenneté à part entière, non pas les excuser, mais parce que vous êtes des Français, vous êtes nés en France déjà, votre père, votre grand-père en est à la 3e, 4e génération, vous devez assumer vos responsabilités, non pas vous enfermer dans un statut de victimisation. Georges Fenech, les configurations sont néanmoins totalement différentes, même radicalement différentes. Vous étiez un rapatrié, les rapatriés étaient des Français, attachés au drapeau. Et je crois même qu'on peut dire pour les rapatriés en 62 d'Algérie, qu'ils ont été vraiment accueillis de manière très très négative, très très contrastée. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. On accueille des populations qui ne sont pas françaises. Certes, il y a les difficultés d'intégration, etc., de logement. Il y a des moyens mis à disposition, vous en parlez dans votre livre, des moyens publics, d'État, budgétaires, qui sont colossaux. Il faut que nous retrouvons la maîtrise de nos flux migratoires. On a trop accueilli et mal accueilli, voyez-vous. Et vous avez raison, avec une générosité, sans doute la plus grande générosité en Europe et dans le monde, voyez-vous. Et donc, on n'a pas su réguler ces flux migratoires. On s'est fait submerger, je peux le dire, ces dernières années. Aujourd'hui, il y a encore 500 000 étrangers qui rentrent chaque année en France. Et on a énormément de mal à expulser ceux qui n'ont plus rien à faire sur le territoire national, notamment ceux qui ont commis des délits, des crimes, ou qui sont simplement en situation irrégulière. Vous connaissez le problème des obligations de quitter le territoire. Donc on est dans une situation aujourd'hui où je parle, moi, de France en danger. C'est ce que je dis dans mon livre. La France est en danger. Et nous sommes tous responsables d'une non-assistance à France en danger. Si on ne prend pas vraiment les décisions qui s'imposent aujourd'hui, comme d'autres pays, je pense notamment au Danemark et d'autres pays l'ont fait, ou l'Australie ailleurs, si on ne prend pas les bonnes mesures, c'est-à-dire en gardant ce qui fait toujours l'honneur et je dirais l'ADN de la France, c'est-à-dire l'accueil des réfugiés politiques, ceux qui souffrent et qui ont besoin d'un asile. Il faut distinguer cela de ce que d'ailleurs le président de la République a encore rappelé dans la bouche de un de ses prédécesseurs lointains, Michel Rocard. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. À partir de là, il faut continuer une politique d'accueil des réfugiés, mais revoir entièrement la question des migrants clandestins qui viennent chercher autre chose qu'un refuge politique. Vous avez été aux premières loges comme juge d'instruction, puisque vous le rappelez dans le bouquin, c'était les 3 V, vous étiez à Lyon, juge d'instruction à Lyon, et les 3 V, c'est Vénissieux, c'est Vaux-en-Velin, et puis le 3e m'échappe. Villeurbanne. Villeurbanne, merci. Maintenant, Vèze. Dites, donc, mais on était au cœur là, des premières émeutes, 79-80 sont les premières émeutes. Le lien avec l'immigration est très fort. Nous avons vraiment un problème majeur avec la question migratoire.
pour la première fois, me semble-t-il, après Jean-Pierre Chevènement, Gérald Darmanin a mis les pieds dans le plat en rappelant la part d'immigrés en prison ou en tout cas dans les phénomènes de délinquance. Hein. Oui. Oui, enfin, voilà, on commence petit à petit à sortir du déni. Hein. Je rappelle quand même que le premier à l'avoir fait, c'était le discours de Grenoble, Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, je me rassure quelque peu. Hein. Je ne suis pas totalement rassuré, loin de là, de cette forme de reconnaissance de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il y a une violence, une barbarie quelquefois, importée d'une autre culture et d'autres rives. Faut-il rappeler le crime abominable contre la petite Lola, ou il y en a d'autres que je rappelle dans mon livre. Et donc, je crois qu'il faut bien voir les choses. 24 à 25% de détenus dans nos prisons sont des étrangers. Mais quand on fait des enquêtes sociologiques ethniques, qui sont interdites normalement par la loi, mais il y en a eu quand même des enquêtes, on démontre que le taux, si vous voulez, de détenus qui pratiquent la religion musulmane, et je n'ai rien contre les musulmans, attention, hein, mais c'est un constat, c'est à peu près 60% dans nos prisons françaises. Ce que moi j'avais déjà vu pendant la période de ce que j'ai appelé les 3V, Villeurbanne, Vénissieux et Vaux-en-Velin, c'est-à-dire que tous ces jeunes qui commettaient des hold-up, des trafics de stupéfiants, qui avaient constitué des territoires dits de non-droit où effectivement j'avais du mal à faire exécuter mes commissions rogatoires, etc., eh ben, ces jeunes, ils étaient bien issus de l'immigration. On a voulu fermer les yeux sur ce rejet de la culture française et du respect de la loi trop longtemps. Aujourd'hui, on en paye les conséquences. Est-ce que Pardon, allez-y François Bousquet. Pardon. Cette question des prisons, parce que vous rappelez en effet le chiffre qui est fourni par Farhad Kosso-Kabar, hein, qui est un sociologue, 60%, tous les détenus vous racontent qu'en 2015, pendant les attentats, les prisons, mais c'était du happy-clacky, c'était la joie, l'hystérie. Oui. Le problème est majeur. Hein. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Il y a eu des concerts de casseroles hein, au moment des attentats. Des attentats de Paris, du Bataclan et autres. Et j'en sais quelque chose. J'ai présidé la commission d'enquête du Bataclan. Je me suis beaucoup investi sur ces événements. Comment expliquer que des jeunes Français, hein, issus d'immigration, mais Français, puissent prendre les armes et se retourner contre leur propre pays, commettre des massacres d'innocents? Sinon par cette haine du pays qui a pourtant accueilli leurs parents et leurs grands-parents. Voyez-vous ? Et d'où vient cette haine ? D'où vient-elle ? Comment faire en sorte que ces jeunes se rendent compte qu'ils sont dans un pays qui est le leur, ils n'en ont pas d'autre, et qu'on ne leur demande pas de gommer toutes leurs origines, on leur demande de respecter les valeurs de la République française. C'est tout ce qu'on leur demande. Qu'ils gardent leur religion, qui est une religion comme les autres. C'est la deuxième religion de France d'ailleurs aujourd'hui. La seule exigence pour un jeune issu d'immigration, c'est de respecter et si possible d'aimer un peu leur pays. Alors restez avec nous Georges Fenech, il est bientôt 9h, c'est l'heure de faire un tour par l'actualité avec Adèle Rosner. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Et nous sommes avec Georges Fenech, ancien juge et député, auteur de L'ensauvagement de la France, la responsabilité des juges et des politiques. Et pour m'accompagner dans cet entretien, François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Éléments. Georges Fenech, vous parliez tout à l'heure de cet assassinat atroce de la jeune Lola l'année dernière. La principale suspecte dans cette affaire était visée par une OQTF. Et on a vu dans le débat médiatique, mais aussi de la part du ministre de l'Intérieur, une incapacité à reconnaître que si cette obligation de quitter le territoire avait été appliquée, eh bien, la petite Lola serait encore vivante parce qu'elle n'aurait pas croisé la route d'Abia B, la principale suspecte. Pourquoi ce déni ? Pourquoi continue-t-on à s'aveugler sur cette réalité que si on éloigne une personne dans son pays en l'occurrence, eh ben, on peut éviter certains drames. Non mais vous vous souvenez de la polémique. Ceux qui ont fait ce constat, qui est un constat de bon sens, se sont vus taxés d'instrumentaliser un drame, un crime, vous instrumentaliser un fait divers, en quelque sorte. Non,
Non, parce que tous les Français se posent la question. Comment se fait-il que ceux qui, aujourd'hui, sont priés, parce que ce n'est pas une obligation, hein, c'est une invitation à quitter le territoire. Hein. Il n'y a rien de contraint, en réalité. On a même supprimé le délit de séjour irrégulier. Oui, on pourra y revenir, c'est très intéressant. Intéressant comme démarche, comme procédure. Hein. Effectivement, c'est un constat d'impuissance. Impuissance à faire exécuter des décisions prises par le ministre de l'Intérieur, par les préfets, c'est-à-dire quitter le territoire. Alors, il y a plusieurs explications à cela, hein, bien entendu, on pourra y revenir. Mais toujours est-il que la part de la délinquance, la grande délinquance, de la violence imputable aujourd'hui, soit des étrangers, soit, encore une fois, des jeunes issus d'immigration, elle a atteint un seuil inédit. Et que si on ne prend pas en compte ces questions-là, donc on ne va pas voir les causes. N'ayons crainte, hein, il ne s'agit pas ni de xénophobie, ni de racisme, ni de nationalisme. Il s'agit de vouloir intégrer ces populations d'origine immigrée, les intégrer, c'est-à-dire leur permettre de faire un parcours honnête, familial, de travail, et non pas un parcours de délinquants qui ne mène à rien. Et pourquoi Georges Fenech, on n'y arrive pas? Le sous-titre de votre livre est important, je le rappelle. Donc, c'est la responsabilité des juges et des politiques. Et on sent, en tout cas entre les lignes, quasiment une autocritique, puisque vous avez été juge d'instruction et politique. Pourquoi nous, en France, on n'y arrive pas? Vous citiez le cas du Danemark, vous vous êtes intéressé, alors vous, au LR et à l'UMP, vous étiez partisan d'une ligne répressive, qui est la nôtre. Vous avez été à New York au moment où Rudolph Giuliani était maire, c'était en 2001, la tolérance était zéro. Donc la délinquance, la criminalité s'est effondrée. Pourquoi seuls nous, Français, n'y arrivons pas? Écoutez, oui, je me suis rendu à New York, j'ai pu rencontrer le maire de New York. J'avais écrit d'ailleurs à l'époque « Tolérance zéro » aux éditions Grasset, je m'en souviens très bien, c'était en 2001. Le sujet de la sécurité était devenu le thème numéro 1 de la campagne des présidentielles. Jacques Chirac avait été élu. Et moi-même, je rentre à l'Assemblée nationale à ce moment-là. Mais 20 ans plus tard, j'écris « L'ensauvagement de la France ». Les choses non seulement ne sont pas améliorées, elles se sont encore plus dégradées, voyez-vous. Donc c'est pour ça que j'ai ressenti ce besoin de témoigner de ce que j'ai vu comme inaction politique. Il n'est pas possible qu'on continue à laisser faire une poignée de révolutionnaires en robe et en hermine qui nous a amenés où nous en sommes aujourd'hui. Il faut que le politique ait le courage d'affronter et de remettre sur les rails une justice qui s'est dévoyée. Et j'ai entendu avec stupéfaction récemment Éric Dupond-Moretti dire que ce syndicat n'était pas un syndicat de justice. C'est la première fois que je l'entends, surtout dans la bouche d'un homme issu de la gauche. Alors peut-être qu'enfin on commence à ouvrir les yeux. Mais moi j'attends des actions maintenant. Pourquoi ne rétablit-on pas les peines planchées contre les récidivistes? Pourquoi on continue à conserver un système d'une extrême générosité dans l'aménagement des peines? Vous savez qu'on ne peut même plus prononcer des courtes peines d'emprisonnement, elles sont interdites par la loi. Et que dès lors qu'il y a une peine jusqu'à 1 an d'emprisonnement, elles sont transformées en autre chose que de l'emprisonnement. Et que dans la mesure où quand même une peine a été prononcée, elle ne sera pas ou peu ou prou exécutée parce qu'on s'est refusé à construire les places de prison manquantes. Pourquoi tout cela? Tout simplement, il y a, je le dis, un manque de volonté politique, une inaction qui s'explique, et j'essaie de donner quelques explications, par l'expérience que j'en ai eue à force de côtoyer les politiques et dont j'étais à l'époque à l'Assemblée nationale. On a peur, sauf qu'à force de ne pas vouloir prendre ses responsabilités telles que les Français leur demandent, eh bien demain ce sera une aventure. Ce sera une aventure dont personne ne peut nous dire ce qu'il en sera. Souvenez-vous des mots même de Gérard Collomb, homme de gauche, quittant ses fonctions à Beauvau en disant « Aujourd'hui on vit côte à côte, demain je crains qu'on vive face à face ». C'est pas moi qui le dis. Donc, qu'est-ce qu'on attend effectivement pour passer des bonnes intentions, des bonnes paroles, de celles de M. Darmanin qui parle d'ensauvagement, d'immigration, etc. Mais passez aux actes. Allez-y. Donnez les moyens à la justice de retrouver sa mission essentielle, rendre la justice, et faites en sorte que les frontières, l'Europe, puissent jouer effectivement un rôle majeur
dans la protection face à des vagues migratoires qui n'ont aucune chance, ni d'un côté ni de l'autre, de réussir. Mais convenez, Georges Fenech, que ce que vous dites, c'est en gros, Nicolas Sarkozy a pu le dire, peut-être que les LR pourraient le dire, mais ça a débouché sur quoi à la fin? Ça a débouché sur une escouade de juges qui attendaient Nicolas Sarkozy à la sortie de l'Élysée. Oui, mais quand il avait perdu l'immunité présidentielle. Voilà. Qu'est-ce qu'il avait osé dire? Il avait osé parler de responsabilité des juges. Ça, c'est très mal vu, magistrature. J'en conviens, oui. Georges Fenech. Simplement, si je m'en tiens au programme du RPR dans les années 80, le RPR était pour la peine de mort. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui est pour la peine de mort. Y compris moi-même. Oui, mais alors, vous défendez des peines de rétention de sûreté. Je comprends. Terroriste, qu'est-ce qu'on fait d'un terroriste lorsqu'il a accompli sa peine de prison? Est-ce qu'on le lâche dans la nature pour qu'il recommence? Mais une peine de sûreté, de rétention, est-ce que ça n'est pas une forme de mort pénale à sa manière? Non, je ne crois pas. Moi, j'ai porté cette loi, j'étais le rapporteur sur la rétention de sûreté pour les criminels dangereux. Je pense aux tueurs en série, aux violeurs en série, etc. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a purgé sa peine, on procède à un examen pour savoir, par une commission pluridisciplinaire, bien entendu, pour savoir si cet individu présente toujours une dangerosité criminologique. Voilà. Tant qu'on l'estime dangereux, on le garde dans des établissements qui ne sont plus des prisons, mais des centres sociaux médico-judiciaires, comme nous arrive aussi sur un plan psychiatrique de le faire, ou pour des alcooliques dangereux, ou des toxicomanes dangereux. Là, on a une dangerosité criminologique d'individus qui sont limite psychopathes, limite psychiatriques, et qui seraient tout à fait capables de repasser à l'acte à nouveau. Et on les garde avec des procédures, et ça ne peut pas non plus durer éternellement, bien entendu. Il y a un moment, il faudra bien prendre une décision de le relâcher, mais pas de manière sans mesure de suivi socio-judiciaire, surtout. Voilà, c'est cette mesure que les LR ont demandé d'étendre aussi aux terroristes, et la majorité de Emmanuel Macron l'a refusé, pour l'instant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des terroristes qui ont purgé leur peine, qui sortent de prison, mais qui n'ont pas de véritable suivi. On nous dit que les services de renseignement prêtent une attention particulière, etc. Mais moi, ce que je redoute énormément, c'est que l'un de ces terroristes qui a purgé sa peine et qui est sorti de prison récidive. Vous imaginez l'impact que ça aurait sur l'opinion publique. La peine capitale aurait au moins cet avantage de régler une question. Non, la peine de mort, c'est fini. Il ne faut plus en parler. Il ne faut plus en parler. 50% des Français sont quand même favorables. Non, alors on ne viendra pas... Ça sera une question qui se posera un jour, vous pensez? Non, pas du tout. D'ailleurs, on a constitutionnalisé l'abolition de la peine de mort. Moi, je suis aussi, évidemment, pour cette abolition universelle. J'avais même créé un groupe d'études à l'Assemblée là-dessus. Je pense que c'est bon, chacun relève de sa conscience, bien entendu. Mais ce qui est important pour un responsable politique, pour un magistrat aussi, c'est d'empêcher quelqu'un de récidiver. On a les moyens de le faire. On a les moyens de le faire par des peines d'emprisonnement très lourdes. On a aussi la question de la perpétuité réelle qui se pose toujours. Il n'existe pas de perpétuité réelle dans notre pays, contrairement à ce que l'on dit. C'est-à-dire qu'au-delà de la période de sûreté de 30 ans, on peut parfaitement libérer un juge, un tribunal d'application de peine peut libérer un individu condamné à cette peine très lourde. La perpétuité incompressible, par contre, la perpétuité incompressible, c'est maximum 30 ans. Ça ne va pas au-delà. Il y en a eu 4 ou 5 de prononcés depuis qu'elle existe, depuis les années 90. Donc, plutôt que de remettre sur la table un débat qui est derrière nous sur la peine de mort, qui est une peine, il faut dire, quand même barbare, qui est encore appliquée dans beaucoup de pays, que ce soit même aux États-Unis, on le sait, en Chine évidemment, dans les pays du Moyen-Orient. Non, la France a aboli la peine de mort. On n'y reviendra pas. Mais de grâce, qu'on ne remette pas en liberté purement et simplement des individus dont on sait qu'ils présentent encore un risque, même 30 ans plus tard. Mais ça va arriver vite parce que des revenants, comme on les appelle, de théâtres d'opération, des revenants djihadistes de l'État islamique, ont déjà commencé à sortir. On a vu qu'il y avait une correctionnalisation, je crois, du fait de partir en Syrie, rejoindre des groupes djihadistes. Il va y avoir des djihadistes qui ne sont pas déradicalisés, qui vont sortir de prison et qui ont déjà commencé à sortir. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Oui, moi je ne crois pas du tout à la déradicalisation d'ailleurs. J'emploie plus ce terme depuis longtemps. Quand on essaie de faire un travail sur ces individus déjà en prison,
Moi, je préfère employer le terme de désengagement. C'est-à-dire, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser la violence pour imposer votre idéologie. N'imaginez pas que vous allez déradicaliser un islamiste convaincu. Ça n'existe pas. On a commis cette erreur pendant un certain temps, si vous voulez. Donc, oui, que faire ? Et que faire de ces quelques 500 terroristes qui sortent petit à petit chaque année et qui ont purgé leur peine ? Actuellement, ils sont pas vraiment dans la nature parce qu'ils font l'objet quand même d'une surveillance, mais lointaine, forcément. Moi, je suis inquiet. Je suis inquiet surtout avec la montée à nouveau de la menace terroriste. Vous avez vu que, à nouveau, l'État islamique a menacé la France directement dans leur magazine, et ça a été authentifié. Elle a menacé la France et également la Suède. Récemment encore, il y a 2 jeunes qui ont été arrêtés à temps. Ils s'apprêtaient à commettre des attentats. On nous dit qu'il y a à peu près un attentat qui est déjoué tous les 2 mois. Donc, comme vous avez une population déjà, je dirais, endogène, déjà acquise à la cause, qui a purgé sa peine, qui se retrouve en liberté purement et simplement, il y a de quoi quand même nourrir une certaine inquiétude. Et je crois qu'on ne prend pas suffisamment en compte cette question. Vous évoquez la pression démographique en France, vous donnez des exemples. Les 75% des 0 à 18 ans à la Courneuve sont issus de parents immigrés extra-européens, Clichy-sous-Bois, le 2e arrondissement, mais aussi des villes comme Limoges ou Rennes. Est-ce qu'il n'y a pas une lâcheté ou une irresponsabilité de la part des politiques de dire les termes sur un phénomène ? Alors, on peut l'appeler comme on veut, certains l'appellent le grand remplacement, ou bien on peut parler de substitution démographique, à ne pas désigner un phénomène qui est objectif de croissance démographique d'une culture qui n'a rien à voir avec une culture autochtone. Est-ce que là, il n'y a pas une lâcheté, une irresponsabilité ? Moi, je me demande s'il n'y a pas plutôt une volonté. Quand je vois qu'encore on nous explique qu'il va falloir répartir tous ces migrants jusqu'au fond du moindre village français, je me dis qu'il y a au contraire une volonté de continuer. Parce qu'au-delà des beaux discours, il faut voir quelle est la réalité. La réalité, c'est qu'on ne sait pas ou on ne veut pas. C'est encore autre chose. On ne veut pas véritablement fermer les robinets, je dirais. Qu'est-ce qu'on attend effectivement pour supprimer l'aide médicale d'État, qui est une pompe aspirante extraordinaire pour tous les étrangers qui viennent se faire soigner sur le long cours ? Qu'on garde une aide médicale d'urgence, bien entendu, mais pas sur des pathologies longues, lourdes. Ça n'est pas à nous, Français, à prendre en charge toutes les maladies du monde, pour reprendre un parallèle avec une autre expression, voyez-vous. Or, c'est le cas aujourd'hui. L'aide médicale d'État, c'est au bas mot 1,2 milliard par an, voyez-vous. Voilà, tant qu'on n'aura pas aussi réformé cette mesure d'obligation ou d'invitation à quitter le territoire, voyez-vous, il y a des choses concrètes qui signeraient une volonté. Ces choses-là, je ne les vois pas. Alors, on nous promet un projet de loi sur l'immigration, un énième projet de loi sur l'immigration, plus de 20 ces 30 dernières années. J'attends de voir, d'abord, s'il y aura une majorité qui va se dégager, et surtout, ce qu'il y a à l'intérieur. Si c'est à nouveau pour régulariser des clandestins qui sont rentrés clandestinement sous prétexte de métier en tension, ça sera à nouveau un appel à l'immigration clandestine. Donc je ne vois pas pour l'instant dans les actes une volonté. J'ai bien peur qu'il y ait une volonté, au contraire, en faveur de l'immigration. Une dernière question peut-être, François. Oui. Est-ce qu'on n'est pas confronté à une forme de double discours ou même de schizophrénie ? Un chapitre qu'on n'a pas abordé et qui est central dans votre livre, c'est la drogue. L'économie de la drogue, aujourd'hui, c'est l'économie de la délinquance et de la criminalité. Or, la drogue a été intégrée au PIB. Depuis 2018-2019, le PIB, la richesse de la France, c'est la drogue. On est complètement schizophrène. Très rapidement, c'est le trafic, la drogue, c'est la mère des batailles. C'est un crime ou délit sur 5 qui est lié à la drogue. C'est des morts aussi par overdose, c'est des morts par Kalachnikov, vous le savez. Là encore, j'attends qu'on crée un parquet national anti-drogue, comme on l'a fait pour l'antiterrorisme. J'attends qu'il y ait des peines très lourdes, effectivement prononcées. J'attends qu'il y ait des expulsions. J'attends qu'il y ait des accords avec les pays étrangers, source de ces ravitaillements. Voyez-vous, là, c'est vraiment le défi majeur pour les prochaines années.
Merci beaucoup, Georges Fenech, d'avoir été avec nous. Vous êtes ancien juge et député, auteur de L'ensauvagement de la France, la responsabilité des juges et des politiques aux éditions du Rocher. Et merci à vous, François Bousquet. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments et le directeur de la Nouvelle Librairie.